Comment ils vont? Tu penses que la F1 c'est juste des voitures qui tournent en rond? Tu te trompes lourdement. Parce que la F1, depuis 75 ans, c'est un laboratoire à ciel ouvert. Tu vois pas ce que je veux dire? Tu vas comprendre très vite. En fait, il y a vraiment pas mal de trucs qui ont été inventés en F1 qu'on retrouve dans nos vies de tous les jours. Tout simplement. Et ce, qu'on parle d'automobile ou pas. Hein. Parce que oui, tes freins, ton moteur, la sécurité de ta caisse, ton hybride ont été améliorés grâce à la F1. Mais il n'y a pas que ça. Si je te dis frigo, dentifrice, bus, trafic aérien, 5G, tu dis quoi? Et oui, tout ça a aussi été influencé par la Formule 1. Et je te préviens, c'est pas les seuls trucs. Dans cette vidéo, je te présente les 10 plus grandes innovations que la F1 a apportées au monde. Attache ta ceinture parce que ça va secouer. Allez, on en parle. Pour qu'on puisse faire ce genre de vidéo plus souvent, abonne-toi, laisse-nous un grand pouce levé et surtout, profite de la vidéo. Vous êtes encore plus de 40% à regarder les vidéos sans être abonné, c'est pas cool, mais c'est pas grave. Alors n'oublie pas de le faire pendant le générique, ça aide beaucoup la chaîne. On commence direct avec un truc auquel tu ne t'attends pas, les frigos de supermarché. Tu vois ces trucs dans lesquels t'as les surgelés là? Eh ben la F1 a eu son impact dessus. En fait, Sainsbury, un groupe de supermarchés au Royaume-Uni, a carrément bossé avec Williams. De la piste au supermarché, il y a qu'un pas, tu vas comprendre. Et oui, Williams a aidé la franchise à empêcher l'air froid de s'échapper de ses frigos. Concrètement, ils ont créé une sorte de petit aileron en aluminium, inspiré directement d'un aileron arrière de F1. Sur la piste, ça permet de diriger le flux d'air au-dessus et autour de la voiture pour la rendre plus rapide et la garder collée au sol. Hein. Dans un supermarché, ça sert à garder le froid à l'intérieur des frigos. Résultat, moins de gaspillage d'énergie, les allées sont moins glaciales pour les clients et des tonnes de CO2 en moins chaque année. Juste pour donner un chiffre, Sainsbury annonce plus de 8700 tonnes de carbone économisées par an et probablement quelques livres sterling aussi. Et ça ne s'arrête pas là les gars. Tesco, Asda, Marks & Spencer, tous les gros supermarchés britanniques l'ont adopté. Tout ça grâce à une idée d'ingénieur de la F1. Pas mal non? On passe au suivant. Deuxième anecdote, et celle-là tu vas la kiffer, les bus rouges de Londres. What? Eh oui, les fameux double decker, et ben eux aussi, ils roulent avec une technologie développée en Formule 1. En 2009, la FIA autorise l'utilisation du KERS, donc le fameux système de récupération d'énergie kinétique. En gros, tu freines, ça récupère l'énergie qui partirait normalement en chaleur, et ça te redonne un boost de puissance. Ferrari, Renault, BMW, McLaren s'y mettent, et Williams développe une version spéciale, basée sur un KERS mécanique à volant d'inertie. Mais c'est quoi un KERS mécanique à volant d'inertie? C'est un gros cylindre qui tourne à très haute vitesse. Quand tu freines, au lieu de perdre l'énergie en chaleur, elle est stockée dans la rotation de ce cylindre, et quand tu réaccélères, le volant redonne cette énergie, un peu comme dans une réserve mécanique. Alors c'était trop encombrant pour leur voiture, donc ils ont décidé de ne pas l'utiliser en piste, mais ils se sont quand même dit que l'idée était trop bonne pour être jetée à la poubelle. Du coup, Williams revend la technologie aux compagnies qui gèrent les bus londoniens. Concrètement, les bus utilisent ce volant d'inertie pour récupérer l'énergie au freinage dans la circulation urbaine, et vu qu'un bus ça freine et redémarre tout le temps, c'est parfait pour économiser du carburant. Résultat, les bus consomment moins, polluent moins, et l'air de Londres est un peu plus clean. Vous avez capté, les bus rouges, il y en a vraiment beaucoup. Et puis après ça, bien sûr, la technologie a été étendue à d'autres transports publics partout au Royaume-Uni. Tout ça encore une fois grâce à une idée née en Formule 1. On enchaîne sur la troisième histoire. Mais à quel moment est-ce qu'on peut lier la Formule 1 et le Covid? Je vous explique. En 2020, quand la pandémie a mis le monde en pause, la Formule 1 a réagi hyper vite. Elle a annulé ses courses, revu son calendrier et proposé une saison adaptée aux circonstances. Mais c'est pas de ça dont on va parler. En fait, pendant le Covid, les écuries de F1 ont mis leur rivalité de côté, et croyez-moi, c'est un petit exploit, pour bosser ensemble sur un projet vital. Nom de code, Project Pitlane. L'idée? Utiliser le savoir-faire des ingénieurs de F1 pour aider les hôpitaux. Concrètement, ils ont retravaillé des respirateurs déjà existants, ils ont boosté leur production, et ils ont même conçu un nouveau modèle de machine pour aider les patients à respirer. Et alors que d'habitude, pour homologuer un dispositif médical, il faut 2 ans, là, les mecs et les meufs ont plié le truc en 4 semaines. Résultat, des respirateurs mis en place ultra rapidement. Donc dans un sens, la F1 a littéralement contribué à sauver des vies pendant la pandémie. Pour un sport qu'on résume souvent à des voitures qui tournent en rond, c'est quand même pas mal. La F1 a permis d'améliorer la médecine, plus précisément la chirurgie pédiatrique. Je vous explique. On a tendance à le banaliser, mais en F1, on fait des choses incroyables. Par exemple, des arrêts au stand de moins de 2 secondes. En vrai, expliquer à un non-fan de F1 qu'un arrêt de 4 secondes c'est un arrêt raté, il va juste pas te croire. C'est assez hallucinant quand même quand tu y penses. Et en 2001, 2 médecins du Great Ormond Street Hospital à Londres ont fait un parallèle incroyable. Un arrêt au stand, vu du dessus, ça ressemble énormément au transfert d'un patient après une opération à cœur ouvert. Donc la personne au milieu et toute l'équipe qui bosse autour. C'est là-dessus qu'il y a eu une collaboration aussi incroyable qu'improbable. McLaren et Ferrari, donc 2 rivaux historiques de la F1, ont bossé ensemble pour aider les médecins dans leur workflow. Donc dans leur flux de travail en français. Leur façon de travailler, quoi. Leur processus. En fait, ce qu'ils ont remarqué, c'est qu'à l'hôpital, contrairement au stand, les rôles n'étaient pas toujours définis. Si un problème arrivait, tout le monde se jetait dessus, alors qu'en Formule 1, on sait exactement qui fait quoi. Du coup, ils les ont aidés à trouver la meilleure organisation possible en se basant sur leurs structures respectives. Et autant se le dire, une fois appliqué en chirurgie, ça a tout changé. Le nombre d'erreurs techniques a baissé de 42%. Puis le protocole s'est répandu dans d'autres hôpitaux au Royaume-Uni. Franchement, je trouve que c'est trop bien de se dire que des pit stops de 2 écuries de F1 permettent de sauver des vies d'enfants. En vrai, c'est assez fou. La F1 a complètement révolutionné l'utilisation de la fibre de carbone.
Et oui, parce qu'aujourd'hui on en voit partout, mais il faut savoir qu'à la base, dans les années 60, ça avait été testé dans l'aéronautique, et ça n'avait pas vraiment convaincu. En fait, dans les années 60, plusieurs expériences d'aérostructure en carbone visaient des gains de poids radicaux, parfois jusqu'à 50% d'économie par rapport à l'aluminium. Le problème, c'est qu'au final, entre les défis de conception, la réparabilité, les coûts de production et les performances parfois incertaines, les promesses n'ont pas été tenues. Résultat, l'adoption est restée assez marginale. C'est en Formule 1 que le truc a vraiment explosé. En 1981, John Barnard, un ingénieur de McLaren, sort la première monocoque en fibre de carbone de l'histoire de la Formule 1, et c'est révolutionnaire. C'est plus léger, plus solide, plus sûr, ça change tout. Et très vite, tout le monde le copie. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est devenu la norme absolue en Formule 1. Mais l'impact va bien au-delà. Le carbone, on le retrouve dans une tonne d'objets du quotidien. Des cadres de vélo super haut de gamme, des drones, des raquettes, du matos high-tech d'outdoor, dans le médical, avec des fauteuils roulants ultra légers par exemple. Et puis, il y a le babypod de Williams. Encore Williams. Un caisson en carbone, style mini monocoque, pour transporter en toute sécurité des nouveau-nés malades entre hôpitaux. Une nouvelle innovation incroyable de leur part. Conclusion, le carbone, c'est pas juste un délire de voiture de course. C'est un matériau qui a permis de sauver des vies et d'améliorer le confort de milliers de personnes. Tout ça parce qu'un ingénieur de la F1 a osé l'utiliser en 1981. Les gars, je bois un coup, j'en profite pour vous le rappeler. Si vous aimez ce contenu, laissez-nous un petit pouce levé et un petit abonnement. Ça fait plaisir. On reprend la vidéo. Tu savais qu'il y avait des points communs entre la voile et la Formule 1 ? Je sais que ça peut paraître lunaire de comparer un sport mécanique à un sport nautique, mais la voile est beaucoup plus proche de la F1 qu'on pourrait l'imaginer. Pourquoi ? Parce qu'au final, l'America's Cup, la compétition de voile la plus prestigieuse au monde, c'est un peu la Formule 1 des mers. T'as une équipe d'ingé qui bosse sur un proto ultra poussé, basé sur des maquettes et des simulations. Tu confies ça à un pilote, ou plutôt à un barreur, pour aller chercher la victoire. Vous inquiétez pas, j'en arrive à ce que la F1 a apporté à la voile. En fait, l'un des mecs derrière les bateaux les plus rapides de ces dernières années venait directement de la Formule 1. Dan Bernasconi, ancien ingénieur de course chez McLaren. C'est lui qui a conçu les bolides de Team New Zealand, vainqueur en 2017 et 2021. Et évidemment, il l'a fait en utilisant son expertise en aérodynamique et en carbone. Il a appliqué des technologies de la Formule 1 pour construire des coques en fibre de carbone et optimiser chaque flux d'air et d'eau grâce à des simulations ultra précises. Alors évidemment, en voile, il y a le challenge de l'hydrodynamique en plus, mais à la base, c'est la même bataille, la science et la vitesse. Et ça s'arrête pas là, hein. Les bateaux sont couverts de capteurs qui renvoient des données en temps réel à l'équipe pour analyse, exactement comme une F1 en piste. Même si ça, c'est pas forcément quelque chose que la F1 a apporté à la voile. Je parlais de points communs au début, vous avez capté. Bref, sur l'eau ou sur l'asphalte, les recettes sont les mêmes. Carbone, data, aéro. Et grâce à la F1, Team New Zealand a remporté 2 fois le trophée le plus prestigieux de la voile. Comment la F1 a-t-elle bien pu avoir un impact sur la 5G ? C'est assez ouf, je te raconte. En F1, si t'as pas de data qui circule correctement entre la voiture, le stand et l'usine, c'est le cas au total. On est d'accord. Imagine un week-end de F1 sans signal radio ou sans télémétrie, c'est fini avant même le départ. L'innovation arrive. Là, c'est McLaren via sa branche Applied Technologies qui a recyclé son savoir-faire pour créer un truc qui s'appelle Fleet Connect. À la base, c'est une technologie qui permettait aux équipes de rester connectées en bord de piste. Aujourd'hui, ça sert dans les transports publics. Et oui, que ce soit au Royaume-Uni ou à Singapour, Fleet Connect permet de transmettre des données en temps réel dans les trains et les bus. Résultat, les passagers ont du Wi-Fi rapide et les équipes techniques, elles, peuvent suivre des caméras embarquées ou les capteurs du train en direct. Ça leur permet de prendre des décisions ultra rapides pour l'ingénierie et la maintenance. Encore un truc qui fait du bien au système et qui améliore les vies de plein de gens au quotidien. Bref, la prochaine fois que tu captes un Wi-Fi un peu correct dans un train, dis-toi que derrière, il y a peut-être un petit peu de F1. Mais qu'est-ce qu'une écurie de F1 peut bien connaître au dentifrice ? La réponse, pas grand-chose. Par contre, quand il s'agit de planifier tous les scénarios possibles, là, elle est imbattable. Parce qu'avant un Grand Prix, les équipes anticipent absolument tout. Un plan en cas de safety car, une chute de performance des pneus, un adversaire plus rapide, une multitude de scénarios en vrai, sur absolument tout ce qui peut se passer pendant une course. Ou presque. Bref, rien n'est laissé au hasard. Et en 2011, McLaren a décidé de mettre cette expertise au service de GlaxoSmithKline, un géant qui fabrique plusieurs marques de dentifrice. Pourquoi ? En fait, dans leurs usines, quand il fallait passer d'une production à l'autre, donc par exemple changer de marque de dentifrice, ça s'appelait un changeover. Il fallait réarranger les outils, nettoyer les tubes, ça prenait 2 heures. 2 heures pendant lesquelles les chaînes étaient complètement à l'arrêt. Ce qui est un problème, vous l'entendrez. McLaren Applied Technologies a donc simulé le process avec ses outils, a pointé toutes les inefficacités et a donc poussé l'usine à inventer un nouveau plan en 7 étapes. Résultat, un gain de 60% en temps. Et à la fin de l'année, ça représentait 20 millions de tubes produits en plus. Une productivité immensément plus grande et évidemment beaucoup plus de chiffre d'affaires. Donc oui, la F1 a eu un impact sur ce que tu utilises tous les matins. Et tous les soirs, j'espère. La F1 et l'aviation, c'est pas si loin, non ? Il y a aussi des atomes crochus. D'abord, la Formule 1, c'est pas seulement les voitures les plus rapides de la planète. C'est aussi des tonnes de data en temps réel, où est chaque voiture, à quelle vitesse elle va, quand elle s'arrête, donc une surveillance millimétrée. J'ai pas cité tout ce que c'est la Formule 1, évidemment. D'ailleurs, aujourd'hui, on sait tout ce qui se passe sur les voitures. Le trait est grossi et c'est fait exprès. Et donc, cette expertise-là, donc de surveillance, elle a aussi profité aux aéroports. Et bien en fait, McLaren, encore elle, a développé un logiciel qui s'appelait Marple au début des années
2000. À la base, ça servait aux équipes de F1 pour simuler les pit stops, donc tu pouvais prévoir à quel moment exact rentrer au stand pour éviter de te retrouver coincé derrière une autre voiture. Et quelques années plus tard, l'aéroport d'Heathrow à Londres s'est dit « Tiens, et si on essayait ça pour les avions ?» Parce qu'au final, gérer les décollages et les atterrissages, c'est un peu comme gérer un flux de voitures qui doivent s'arrêter au bon moment. Tu dois anticiper, éviter les bouchons, garder tout le monde en sécurité. C'est la même chose. Résultat, à partir de 2011, l'aéroport a utilisé cette technologie pour suivre les avions en temps réel, prévoir les retards et fluidifier le trafic aérien avant que ça devienne un gros bazar. Bref, ça permet aux contrôleurs de faire leur travail et de faire en sorte que vous décolliez et atterrissiez en toute sécurité lors de vos voyages. Encore un truc qui vient de la Formule 1. Vous saviez pas, hein? La F1 est un générateur d'innovation pour l'industrie automobile, donc les voitures de route. Ça, c'est logique en vrai, mais honnêtement, c'est assez incroyable. Premier exemple tranquille, les palettes au volant. Ferrari les adopte en 1989 en F1, parce que c'est plus rapide et plus doux pour la mécanique que le passage manuel classique, et 8 ans plus tard seulement, elles apparaissent sur la Ferrari F355 de route. Aujourd'hui, même un SUV familial peut en avoir. D'ailleurs, elles sont utilisées sur des boîtes semi-automatiques, aussi inventées en F1 à la base. Autre héritage direct, le volant multifonction. En F1, le pilote peut tout gérer depuis son volant, la répartition du freinage, le différentiel, la gestion du moteur, le DRS, et maintenant c'est pareil sur ta voiture perso. Alors sur une routière, évidemment, t'as pas 25 boutons, mais bon, t'as quand même la radio, le GPS, le régulateur, les appels main libre. C'est déjà pas mal, et l'idée elle vient de là. Les freins ont aussi évolué grâce à la F1. D'abord le carbone, puis les freins carbone céramique qui offrent une puissance de freinage énorme et tiennent beaucoup mieux la chaleur. À la base, ils étaient réservés aux supercars, et maintenant on les retrouve en option sur plein de voitures haut de gamme. Et enfin, évidemment, l'hybride. La F1 a eu un rôle primordial dans son développement. Le KERS d'abord, puis le RS en F1 ont ouvert la voie à la récupération d'énergie, d'abord sur des supercars, puis dans des voitures plus grand public. En fait, aujourd'hui, quand tu vois une hybride rechargeable ou une électrique optimisée, tu peux remercier la Formule 1. Et puis les gars, je termine avec l'aérodynamique qui est partout. Spoiler, diffuseur, conduit d'air, autant d'innovations d'abord testées en F1, avant d'être intégrées sur route pour améliorer la performance, mais aussi l'efficacité énergétique. Eh oui. Bref, la F1, c'est un labo à ciel ouvert. Perso, j'aime bien l'appeler le laboratoire de l'industrie. 75 ans d'innovation, d'ingénieurs qui repoussent les limites à chaque saison. Et tout ça, ça finit tôt ou tard dans nos voitures, ou même dans nos vies, comme vous l'avez vu. Vous pensez que ce sera quoi la prochaine ? Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues, dites-moi tout, et on s'abonne. Allez, ciao!